Bonjour, je suis Pierre Aski, journaliste et président de Reporters sans frontières. Alors aujourd'hui, à l'Assemblée nationale s'ouvre le débat sur les fake news. Vous attendez de voir ce que ça va donner, ou est-ce que vous estimez d'ores et déjà que ce n'est pas un débat où ça ne relève pas de la loi ? Alors, il y a deux dimensions dans cette loi, dans ce projet de loi, et on a eu pas mal d'échanges avec le gouvernement pour essayer de faire passer notre opinion et nos réserves. Il y a une partie qui nous semble parfaitement légitime. Lorsque le gouvernement veut assurer la transparence sur les contenus sponsorisés sur les plateformes numériques. Le fait visé, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis pendant la campagne de Trump, où 125 millions d'Américains ont été exposés à des contenus sponsorisés sur Facebook qui étaient achetés par des intermédiaires pour le compte des services russes, en gros, pour faire court. Là, il me semble qu'il y a un problème légitime qui est de l'ordre de l'action de l'État pour assurer la transparence d'un processus électoral sans ingérence cachée de puissances étrangères, pour faire court. Ça, c'est la partie qui était d'ailleurs dans l'annonce d'Emmanuel Macron dans ses vœux à la presse au début de l'année. C'était ça qui visait. Et ça nous semblait en gros du ressort d'un État. Après, la loi s'est transformée pour devenir la loi fake news. Elle ne s'appelle pas comme ça, heureusement, mais elle vise à contrer le domaine des fake news. Et là, il nous semble qu'il y a un vrai danger de confusion plus qu'autre chose. On n'est pas dans une loi liberticide comme on l'entend parfois, où on va se retrouver avec cette loi en dictature. C'est pas ça qui est le problème, c'est qu'on rentre dans un domaine de confusion avec le risque d'effet boomerang d'une loi, et une loi qui est inapplicable ou qui est mal appliquée, ou en tout cas qui prête à confusion dans son application, peut être aussi dangereuse qu'une loi liberticide. Oui, parce que justement, c'est ce que vous demande hier Gilbert Garel, qui était notre invité. Il vous demande en gros comment on va déterminer, à partir de quoi on détermine que c'est une fake news, qu'une fake news émerge dans un média ou est dite par un auteur, quelqu'un sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui détermine ça ? Alors, les députés, dans leur infinie sagesse, ont sorti une définition de la fake news qui moi, me satisfait absolument pas. C'est toute allégation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Franchement, c'est une définition qui est inapplicable. Et ce qui est terrible dans cette logique, c'est que on donne au juge la responsabilité en 48 heures en cas de référé de déterminer sur la base de cette définition ce qui est ou n'est pas une fausse information. Et là, le vrai danger, il est d'une certaine manière que le juge ne soit pas capable de déterminer. C'est-à-dire qu'il y a un référé contre une fausse information qui circule sur des plateformes. Sur la base de cette définition, le juge doit définir s'il y a la bonne foi ou la mauvaise foi dans l'intention de publier, et si ça répond à cette définition de la fausse information. S'il décide qu'en 48 heures, il n'a pas le temps, il n'a pas les moyens de définir ça, la personne qui a mis en ligne, ou le groupe qui a mis en ligne cette information peut se prévaloir de la non-décision du juge pour dire, puisque ça n'a pas été interdit, c'est que c'est vrai. Et donc, à ce moment-là, on accrédite quelque chose qui n'était sans doute pas crédible ou qui aurait pu être combattu par d'autres moyens, et qui tout d'un coup se trouve légitimé par défaut, par la non-interdiction du juge. C'est ça l'effet boomerang. C'est l'effet boomerang de cette loi. Et cette définition est tellement... c'est un sujet du bac. On peut épiloguer pendant des heures pour savoir ce que ça veut dire. Et je doute qu'un juge, sur la base de cette définition, ait une vision claire de ce qui est possible ou pas. Et la deuxième chose, c'est que on continue dans cette judiciarisation de la vérité à un moment où je pense qu'il faudrait peut-être changer d'approche et poser à plat ce problème des fausses informations. Alors le problème du terme fake news, c'est qu'évidemment il est trompeur parce qu'il couvre tellement de réalités différentes que la question de la définition est quand même importante, et là on met tout dans le même chapeau. Mais quand vous entendez la ministre de la Culture Françoise Nyssen qui a annoncé mardi la création d'une plateforme de décryptage des fausses nouvelles,
C'est son rôle, c'est le rôle du ministère? Alors je ne pense pas que ce soit le rôle du ministère. Cette plateforme sera gérée par le service public de l'audiovisuel. Donc on peut espérer que, vu l'expérience de ce qu'est le service public de l'audiovisuel, il y a un travail professionnel derrière et qu'il ne soit pas sous la tutelle du ministère. Je pense que ça serait une erreur capitale que le ministère de la Culture et de la Communication devienne le ministère de la vérité. Et je ne pense pas que ce soit ce que Françoise Nyssen a derrière la tête. En revanche, il faudra être vigilant sur le cahier des charges de cette plateforme, sur son degré d'indépendance justement vis-à-vis du pouvoir politique, et sur le fait que si ça devient la plateforme de fact-checking de France Télévisions ou de Radio France, comme d'autres ont leur plateforme de fact-checking, moi ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, chacun fait du fact-checking. Après, c'est qui fact-check les fact-checkers, c'est-à-dire qu'on rentre dans cette logique permanente avec, par exemple, on a vu la polémique qu'a créé le Décodex du Monde, c'est qui t'a fait roi, qui t'a donné le droit de juger. En revanche, sur les faits, c'est-à-dire sur savoir si telle déclaration d'un homme politique, d'un gouvernement, d'un syndicat est conforme aux faits, c'est-à-dire quand on dit on a baissé la dette de temps dans un discours politique, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Là, il y a des faits qui sont vérifiables, il y a des sources, il y a l'INSEE, il y a je sais pas quoi, il y a des manières de traiter ces informations. Si c'est de ça qu'il s'agit, parfait. Sur l'audiovisuel public, justement, Françoise Nyssen a évoqué les grandes lignes de la réforme mardi dernier. Certains députés de la majorité dénoncent une absence de vision, une unique volonté de faire des économies, dit même la vice-présidente de la commission culture. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ces annonces? Ça va dans le bon sens? Il y a toujours les annonces et il y a les arrière-pensées des annonces. Si les arrière-pensées sont effectivement uniquement de faire des économies, on se plante parce qu'on va dans une direction qui est de toujours donner moins de moyens pour faire des tâches plus ambitieuses. Donc il y a toujours cette contradiction entre les moyens et les objectifs. En revanche, il y a une ou deux choses qui me semblent plutôt positives dans les intentions. La première, c'est par exemple de développer l'information régionale et locale, de tripler le temps d'antenne de France 3 en région, de développer la présence numérique à travers les synergies entre France Bleu et France 3. Si l'objectif n'est pas que de faire des économies, ce qui est certainement une partie de l'équation, mais si c'est de développer cette information, ça me semble extrêmement important parce que on voit bien aujourd'hui que moi, lorsque je m'occupais de Rue 89, on a essayé de développer des réseaux de sites locaux indépendants. C'est très difficile de les faire vivre sur une économie locale. Il y a très peu d'incitation aujourd'hui à payer pour l'information locale. Il n'y a pas d'économie pour soutenir ce genre de site. En tout cas, le modèle économique a du mal à percer. Que le service public développe sa présence numérique sur l'info locale, ça me semble extrêmement important. Donc ça, par exemple, c'est une piste qui me semble importante. L'autre qui est la transformation, par exemple, de France 4 en une chaîne numérique et non plus hertzienne. Là encore, le public visé, qui est le public adolescent, il ne regarde plus la télé de la même manière sur la télé. Il regarde la télé sur les réseaux, sur son smartphone, etc. Donc là, il y a des évolutions qui sont parfaitement compréhensibles et naturelles, qui correspondent au changement d'époque, au changement de pratique, etc. Mais là encore, je pense que les personnels de France Télévisions sont assez vigilants là-dessus. Je pense qu'ils ne devraient pas eux-mêmes être aveugles sur le fait qu'il y a des évolutions nécessaires, mais ils doivent être vigilants sur les moyens. C'est-à-dire que on est dans une époque où évidemment la confiance n'existe pas et on soupçonne à juste titre en permanence les pouvoirs qu'ils soient économiques ou politiques de chercher d'abord à faire des économies en habillant ça avec un bel emballage. Là, il y a peut-être un peu des deux. Un tout autre sujet, dans votre rapport annuel, vous avez épinglé Laurent Wauquiez et Jean-Luc Mélenchon. Vous dénoncez leur outrance à l'égard des médias. Ils sont une menace, selon vous, au principe de la liberté? Il se passe une chose depuis quelques années qui
nous inquiète et qui devrait inquiéter, y compris ces responsables politiques qui se veulent nationaux et responsables, justement. C'est que c'est la transformation du journaliste en bouc émissaire de tous les problèmes. C'est-à-dire l'idée de surfer sur l'impopularité des journalistes. On sait bien que les journalistes sont impopulaires dans nos sociétés, c'est pas propre à la France. On le voit aux États-Unis, on le voit dans la plupart des sociétés développées aujourd'hui. Le journalisme est décrédibilisé en tant que corps social, j'allais dire, dans nos sociétés. Et je pense que c'est un peu irresponsable de la part d'hommes politiques de surfer sur cette impopularité pour se refaire une virginité. Il y a un climat de violence verbale qui est entretenu aux États-Unis, en France ou ailleurs par rapport à la presse et qui peut créer un climat hostile à la liberté de la presse. On a eu quand même, il ne faut pas l'oublier ça, il y a eu 2 meurtres de journalistes à l'intérieur de l'Union européenne au cours des 6-8 derniers mois. L'un à Malte, l'autre en Slovaquie. Et lorsqu'il y a eu le meurtre de Jan Kuciak et de sa compagne à l'extérieur, juste à côté de Bratislava il y a quelques mois, Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF, est allé à Bratislava et il a eu une rencontre de plusieurs organisations internationales avec le Premier ministre de l'époque, Fico, et il lui a dit une chose qui a fait beaucoup de bruit là-bas et qui a conduit quelques jours plus tard à la démission du Premier ministre. Il lui a dit, voilà, on ne vous accuse pas d'être responsable directement de ces meurtres, on n'en sait rien, l'enquête n'a pas encore eu lieu, mais vous avez contribué à créer un climat qui a rendu le passage à l'acte possible. Parce que ce Premier ministre, depuis des mois, avait dénoncé les journalistes comme des traîtres à la nation, parce qu'il y avait des informations et des enquêtes qui lui déplaisaient. Et quand on crée un climat dans lequel les journalistes sont désignés comme des traîtres, le fait qu'il y ait un meurtre de journalistes d'investigation dans ce pays ne peut pas être totalement étranger à ce climat. Il ne s'agit pas de dire que le fait que Jean-Luc Mélenchon parle de la haine légitime et saine des médias sur son blog va conduire au meurtre de journalistes, c'est pas ça. Mais c'est la création de ce climat qui, au lieu de nous aider à poser les problèmes de la confiance dans les médias, pourquoi il n'y a pas cette confiance, qu'est-ce qu'on peut faire pour la rétablir, comment on peut, sur un plan, par exemple, législatif, renforcer l'indépendance des rédactions. On est d'accord sur le point, par exemple, que la concentration des médias est inquiétante en France. C'est évident. Et le rapport met ça aussi en avant. Et c'est quand même le fait numéro 1. Une concentration des médias qui fait aussi que, sans doute, il y a une sorte de Mélenchon bashing qui produit aussi de cette violence. Ça, vous l'analysez aussi ? Mais il y a une ligne invisible à ne pas franchir entre la critique des médias et la dénonciation des médias. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon a franchi cette frontière. La critique des médias, elle est saine, elle est légitime et elle est nécessaire. Qu'elle vienne de l'intérieur des médias qui se posent ce genre de questions. J'étais il y a quelques semaines aux Assises du journalisme à Tours. On passe notre temps dans ce genre de réunion à se poser des questions sur notre métier, sur nos pratiques, sur les raisons aussi du discrédit des médias depuis 20-30 ans. Mais entre cette critique de l'intérieur ou de l'extérieur des médias qui est légitime et la désignation du journaliste comme le mal absolu qu'il faut haïr, c'est un mot fort quand même, la haine. Il y a une frontière que je trouve qu'un homme politique responsable ne devrait pas franchir. C'est de ça qu'il s'agit. Après, ça devient une polémique énorme parce que vous désignez Mélenchon à la vindicte populaire. Parce que la presse a aussi retenu ça du rapport aussi, alors qu'il y a effectivement beaucoup d'autres choses qui sont... bien sûr, mais ça fait partie du jeu, mais je pense qu'il y a il faut dédramatiser tout ça et surtout il y a un intérêt commun des hommes politiques responsables et des journalistes responsables à trouver les voies et moyens de rétablir la confiance dans une information, dans un système d'information. Parce que sans système d'information
reposant sur la confiance, il n'y a plus de citoyenneté, il n'y a plus de démocratie. C'est Hannah Arendt qui disait que quand on introduisait la perte de confiance dans le système d'information, on arrivait à une chose, c'est que plus personne ne croyait en rien. Et elle disait cette phrase très forte qui est tellement contemporaine, et avec un peuple qui ne croit plus en rien, on peut lui faire n'importe quoi. J'ai une dernière question, Pierre Aski. Parmi les autres menaces qui pèsent sur la démocratie, il y a la loi sur le secret des affaires. Votre secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, a d'ailleurs publié une tribune dans Le Monde pour s'en inquiéter. C'est quoi le risque exact, Pierre Aski ? Le risque majeur, c'est que les entreprises utilisent la protection de leurs intérêts économiques pour empêcher les enquêtes dérangeantes sur leurs activités. Et on se heurte à ce problème depuis des années. On voit monter le recours à la justice, à la fois pour créer une sorte de jurisprudence de protection des entreprises contre l'investigation, mais aussi tout simplement ce qu'on a appelé les procès bâillons, c'est-à-dire la multiplication des affaires qui n'ont pour seul but que d'alourdir la charge des médias et de les pousser à l'autocensure. Quand vous avez, alors il vient d'y avoir une affaire avec Bolloré et France Télévisions, où Bolloré a perdu ses poursuites. Mais le complément d'enquête, absolument. Mais nous, à 89, on avait eu aussi, moi j'ai eu 18 procès en 10 ans, dont 17 ont été gagnés. Mais le résultat, c'est que vous avez un poids d'assurer votre défense, donc ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, etc. Et ça peut vous pousser à vous dire est-ce que je vais faire encore un article sur Bolloré ? Je sais que je vais avoir un procès, on va peut-être le gagner parce qu'on a un bon dossier, mais est-ce que ça vaut le coup de consacrer de l'argent ? C'est ça la stratégie d'un certain nombre d'acteurs de la vie économique. Et la loi devrait, si la loi veut protéger l'intérêt économique authentique des entreprises, elle devrait aussi pénaliser réellement le recours abusif à la justice pour poursuivre des médias. Et c'est très difficile aujourd'hui, nous on l'a fait quelques fois, de poursuivre pour procédure abusive. Vous pouvez d'ailleurs, lorsque c'est reconnu, vous pouvez avoir des indemnités qui vont vous couvrir vos frais de justice. Mais c'est très difficile à obtenir, c'est une démarche supplémentaire, donc il faut engager des coûts supplémentaires sans être sûr de l'obtenir. Je pense que la loi devrait être beaucoup plus protectrice de ce point de vue-là, parce que il doit y avoir un équilibre entre la protection légitime des intérêts de l'entreprise, mais aussi la protection légitime du droit à l'information. Et si ce droit à l'information n'est pas respecté et étouffé par un autre côté, qui est la partie commerciale de la loi, on a là des lois qui se contredisent entre le droit de la presse, qui est en France, il faut bien le dire, assez protecteur de la liberté de la presse, et le droit des affaires, qui vient saper certaines de ces protections. Et souvent, nous on avait eu ce cas une fois, et c'est un artifice qui est souvent employé pour attaquer les journalistes, et de ne pas les attaquer par le droit de la presse, donc pas par la diffamation, où là on a une chambre spécialisée en France qui s'appelle la 17e chambre, et qui est spécialisée dans le droit de la presse. Donc on a des magistrats qui sont extrêmement avertis et professionnels sur les questions liées à la liberté de la presse. Ils sont rodés, ils sont expérimentés, ils voient bien les pièges, et je dois dire que les journalistes trouvent dans cette chambre un vrai endroit où ils peuvent faire valoir leur cas, en tout cas, faire entendre leur voix. Mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui essayent d'attaquer par le droit commercial. Et là, on se retrouve dans une juridiction où la bonne foi journalistique, l'intérêt général ne sont pas pris en compte, seul est pris en compte l'intérêt commercial de l'entreprise, la protection de sa marque, etc. Et ces deux aspects du droit peuvent être véritablement en contradiction, et c'est là que je trouve qu'il devrait y avoir un vrai arbitrage. Donc la loi secret des affaires, elle ne prend pas cette dimension-là en considération.
Merci beaucoup Pierre Aski. Je rappelle qu'on peut aller sur le site de RSF pour aller consulter les préconisations justement sur la loi sur les fake news, où vous avez participé de ce débat en amont. Demain, c'est une midi-dinale un peu particulière. Nous serons en pleine Méditerranée à bord de l'Aquarius, où Fabien Perrier, en mission de 3 semaines pour Regard, a rencontré le responsable de SOS Méditerranée, cette association qui vient en aide aux réfugiés. Merci beaucoup. Merci. Et à demain.